Bonsoir, on va commencer dans 30 secondes. C'était juste pour que l'enregistrement se mette en route, il avait dit de... Voilà. C'est bon. Donc, bonjour à toutes et à tous. En tant que directrice générale de l'IAE Lyon et de la présidente d'IAE France, je suis ravie d'ouvrir pour cette année le premier cycle de nos grandes conférences qui vous permettent justement d'aborder des thèmes que vous n'avez pas forcément l'habitude d'aborder en cours, des thèmes transversaux avec des intervenants inspirants. Et c'est vraiment important pour nous de pouvoir favoriser tout ce qui est échange, réflexion. C'est le but d'une université. Donc, n'hésitez pas à poser aussi vos questions à la fin. Je pense que c'est prévu. Alors, pour la petite histoire, cette conférence sur le capitalisme, mécénat et philanthropie dans l'histoire de la pensée économique, elle a du sens parce qu'en général, on n'a pas tellement d'idées de ce qu'est, à votre âge, la philanthropie. Or, c'est un point particulièrement important. Les entreprises se mobilisent régulièrement pour aider et contribuer à la société. J'avais vu au niveau de la Fondation de France, par exemple, en période Covid, elles ont eu énormément d'entreprises qui ont apporté leur aide, alors soit au travers de leur fondation qu'elles abritent, soit d'autres manières. Donc en fait, les entreprises contribuent à la société. C'est important de le montrer et de le présenter. Elles y contribuent souvent au travers de fondations, pas toujours, mais souvent. Et la Fondation de France est bien évidemment un acteur majeur de ces dispositifs. Pour moi, c'est important parce que je rends hommage à la personne qui m'a inspiré pour organiser, enfin c'est pas moi qui ai organisé cette conférence, mais pour lancer cette idée de conférence. C'est l'ancien président de la Fondation de France Centre-Est, Yves Mincieux, qui déjà il y a 2 ans me disait mais tu dois montrer aux étudiants ce qu'est la philanthropie, en quoi ça va les concerner. Et j'aurais vraiment tout fait pour le faire pendant son mandat. J'ai pas réussi. En tout cas, je voulais lui rendre hommage parce que c'est lui qui m'a aussi initié à la philanthropie, qui m'a expliqué vraiment ce que c'était, qui m'a montré l'enjeu des fondations qui étaient abritées à la Fondation de France. Aujourd'hui, nous avons sa digne successrice qui est avec nous et je t'en remercie. Donc, on a vraiment un très beau plateau aujourd'hui avec la Fondation de France et ADECO. Je remercie aussi toutes les organisatrices et organisateurs de cet événement. Je suis ravie de voir tous nos étudiants. Je sais que c'est filmé et que Bourg-en-Bresse pourra en profiter après et travailler sur ces sujets-là. Donc voilà, je vous souhaite de beaux échanges et j'espère que vous apprendrez plein de choses très intéressantes. Je laisse la parole à Valérie. Merci à toi. Merci Marie-Christine pour ta présence et l'introduction de ce cycle de conférences. Donc je suis très heureuse aussi d'être là pour le lancement de ce cycle sur capitalisme et démocratie, qui est un grand cycle, mais dans ce premier volet, on va parler de philanthropie, de mécénat et de la place en fait dans nos économies, dans nos sociétés. Que font les entreprises? Quel est leur rôle ou leurs multiples rôles? Et donc ça va être l'objet des échanges de ce soir. Je vais vous présenter nos intervenantes et intervenants que vous connaissez, avant de leur laisser la parole. Estelle Boulinguet, vous êtes déléguée générale adjointe à la fondation de ADECO Group, en charge de la politique du mécénat du groupe ADECO en faveur de l'insertion professionnelle. Vous avez fait une formation de juriste, juriste en cabinet, en entreprise, avant de rejoindre ADECO, où là, vous avez fait des expérimentations, j'ai vu, sociales, où essayer d'amener les plus fragiles vers le travail. Entre autres, mais vous pourrez après, s'il y a des questions, et je trouve que c'est bien de donner les parcours parce qu'on a des étudiants qui sont en train de construire leur parcours. Et puis après, vous avez rejoint la fondation ADECO, dont vous vous occupez actuellement, mais vous nous en direz plus tout à l'heure. Donc merci pour votre présence.
Elsa Maury, donc chargée du développement philanthropie et mécénat à la Fondation de France Centre-Est. Alors vous êtes diplômée d'un master de management et gestion d'entreprise, spécialisation RSE et d'un master de philosophie. Donc on voit que l'interdisciplinarité est intéressante. Vous êtes spécialisée dans le domaine de l'intérêt général et des fondations et vous êtes depuis 2020 donc au sein de la Fondation de France Centre-Est, donc avec pour mission de susciter, faciliter l'engagement des acteurs privés sur des enjeux de société. Donc merci pour votre présence. Et donc le troisième intervenant que vous connaissez, c'est Joachim de Paoli, qui est docteur en sciences économiques, qui est spécialiste de l'histoire de la pensée économique, qui travaille aussi sur l'histoire du management. Et donc la conférence va se dérouler en 3 temps. Joachim de Paoli donc, va présenter dans un premier temps la place du mécénat un peu dans l'histoire économique et par rapport au capitalisme et donc à l'économie. Ensuite, Elsa Maury interviendra pour la Fondation de France. Il y aura un temps d'échange, donc j'attends le silence, merci. Il y aura un temps d'échange à ce moment et puis Estelle Boulinguet interviendra ensuite pour donner l'expérience du groupe ADECO et il y aura à nouveau un moment pour prendre des questions. Donc voilà, vous êtes invités aussi, on trouve ça stimulant si vous avez des questions et des commentaires à faire à ce moment-là. Donc je vais passer la parole à Joachim en premier. Ah oui, c'est vrai que tu dois rester assis. Bon, bonjour à tous. Donc moi, pour commencer, je vais vous exposer comment les économistes, à travers l'histoire, en sont venus à défendre le mécénat et la philanthropie. Alors, je commence mon histoire avec l'Ancien Régime, où la philanthropie était organisée principalement, en Europe en tout cas, par l'Église, qui venait en aide aux plus démunis avec des œuvres de charité. Mais avec la Révolution française de 1789, un bouleversement profond des structures sociales remet en question les fondements de cette philanthropie traditionnelle, puisque d'une part, les biens de l'Église sont confisqués par l'État, ce qui va réduire drastiquement le rôle de cette institution dans la charité, et d'autre part, les principes révolutionnaires, notamment d'égalité et de citoyenneté, vont redéfinir les relations entre classes sociales, et il va alors se développer la notion de solidarité nationale. Dans le même temps, avec la révolution industrielle et l'émergence du capitalisme, on assiste à l'apparition d'une vaste classe ouvrière aux conditions de vie très mauvaises. Il émerge alors ce qu'on appelle la question sociale, qui va devenir l'une des préoccupations centrales du XIXe siècle. Et donc, cette période va voir l'apparition des premières réflexions sur la responsabilité des employeurs et des classes dirigeantes envers les travailleurs. Les différents courants de pensée économique vont chacun proposer des réformes pour répondre aux besoins des populations défavorisées, réformes qui vont influencer les pratiques des industriels. J'ai retenu 3 courants principaux qui jouent un rôle important dans l'histoire du mécénat et de la philanthropie. Le premier courant sont les courants socialistes. Le socialisme, sous ses multiples formes, se positionnait comme une critique radicale du capitalisme industriel naissant. Il dénonçait l'exploitation des travailleurs, la concentration des richesses entre les mains d'une élite. Alors aujourd'hui, l'auteur le plus connu est sans aucun doute Marx, mais il y avait beaucoup d'autres courants socialistes, et je vais plutôt m'attarder ici sur la vision des socialistes utopiques, notamment d'un auteur qui s'appelait Charles Fourier. Fourier a imaginé une société qui serait composée de phalanstères. En fait, les phalanstères seraient à la fois des communautés autosuffisantes de 1620 personnes et des coopératives de production. Pour créer les phalanstères, Fourier nous disait qu'il était nécessaire qu'au départ, il y ait un financement initial de ce qu'il appelait des bienfaiteurs éclairés ou d'investisseurs altruistes. Sa pensée va influencer pas mal de personnes à l'époque, et notamment l'industriel Jean-Baptiste Gaudin, qui choisit au milieu du XIXe siècle de transformer son entreprise de poêle en une coopérative de production. On appelle cela le familistère de Guise. Alors, il ne s'agissait pas simplement d'une coopérative de production,
puisque Gaudin le considérait comme un modèle de palais social, conçu pour offrir aux ouvriers des conditions de vie dignes et propices au progrès. En fait, il s'agissait d'une vaste structure où l'on trouvait, en plus de l'usine, des logements, des crèches, des écoles, des équipements sanitaires et des espaces de loisirs. Ensuite, le deuxième courant important dans l'histoire du mécénat et de la philanthropie est le catholicisme social, qui proposait une vision d'un capitalisme régulé par des principes de solidarité et de justice. Les auteurs défendaient alors une collaboration entre employeurs et ouvriers, le tout dans un esprit de fraternité. Alors, du côté des entrepreneurs, ça s'est traduit par des solutions paternalistes, notamment sous l'impulsion de l'économiste Frédéric Leplé. Cet économiste a eu beaucoup d'influence, pas seulement en France, dans le monde entier, et il a notamment influencé la création des cités ouvrières. Alors, parmi les premières cités ouvrières, on peut citer par exemple à Mulhouse, en Alsace, la Somco, qui est une société créée par des industriels paternalistes en 1853. Cette société a bâti 1200 logements accessibles à la propriété et aux ouvriers de la ville, notamment avec des maisons carrées de 4 logements par maison, qui avaient chacune une entrée indépendante et des jardins. Ailleurs, dans les mines du Nord, les grandes compagnies minières ont construit des corons. Il s'agissait de quartiers comprenant des maisons étroites à un étage et un potager, mais aussi des écoles, des églises pour les familles de mineurs. Un peu plus tard, à Clermont-Ferrand, au début du XXe siècle, on peut citer la cité Michelin. Michelin a appliqué les principes paternalistes en construisant des infrastructures pour ses ouvriers, notamment des logements, des écoles, des terrains de sport, et même un système d'assurance sociale. Ces différentes approches paternalistes s'inscrivent toutes dans une tradition en fait, où l'employeur est perçu comme un protecteur et un guide pour ses employés. Enfin, les économistes libéraux, quant à eux, s'opposent à l'intervention systématique de l'État pour résoudre la question sociale et vont privilégier l'initiative privée. Ils vont alors accorder une grande importance à la philanthropie comme moyen volontaire de répondre aux besoins sociaux. Selon eux, la charité et le mécénat privé vont permettre d'apporter des solutions plus efficaces que l'intervention de l'État parce qu'elles vont être ciblées et mieux adaptées aux besoins locaux, tout en préservant la liberté individuelle de chacun. Du côté des réalisations concrètes issues des courants libéraux, je prends ici l'exemple d'Andrew Carnegie aux États-Unis. Ce magnat de l'acier, qui était aussi l'un des hommes les plus riches de son époque, affirme que les riches ont une obligation morale de redistribuer leur fortune pour promouvoir le bien commun. Toutefois, selon lui, les riches doivent éviter une simple charité qui consisterait à donner de l'argent aux plus démunis, parce que cela risquerait de rendre les bénéficiaires dépendants ou passifs. Du coup, il préconise à la place une redistribution qu'il qualifie d'active et de stratégique, c'est-à-dire orientée vers des initiatives qui autonomisent les individus. Alors, il pense à l'éducation, avec le financement d'écoles ou d'universités, à des bibliothèques publiques ou à des institutions culturelles, telles que des musées. Cette philosophie marque un tournant dans l'histoire, puisqu'on ne se contente plus de répondre aux besoins immédiats de la classe ouvrière, mais on cherche à créer des conditions favorables à la mobilité sociale et à l'émancipation individuelle. Dans la pensée économique contemporaine, on va retrouver cette idée d'autonomie et de liberté, notamment dans la théorie des parties prenantes, développée par Edward Freeman dans les années 80. Selon cette théorie, une entreprise ne peut prospérer durablement que si elle prend en compte les intérêts de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire des employés, des actionnaires, mais aussi des clients, des fournisseurs, des communautés locales, même la qualité de l'environnement. Cette approche de la philanthropie et du mécénat a lieu dans une vision stratégique, puisque les actions d'intérêt général deviennent alors des leviers pour renforcer la légitimité, l'image et la résilience des entreprises. L'accent est mis en fait sur l'idée que la création de valeur économique est indissociable de la création de valeur sociale. Désormais, les entreprises ne sont plus perçues comme de simples acteurs économiques,
mais comme des partenaires actifs dans la construction d'un avenir plus équitable et plus durable. Avec le recul progressif de l'État, en particulier depuis les années 80, la générosité privée augmente ces dernières années, avec l'aide de réseaux de philanthropie, comme la Fondation de France, et avec l'instauration d'un cadre réglementaire favorable, les entreprises s'engagent de plus en plus dans des projets d'intérêt général, notamment par le biais de fondations d'entreprises. Ça concerne tous les domaines, autant sociaux qu'artistiques, culturels, environnementaux, mais je laisse la parole à mes collègues qui vont vous expliquer cela plus précisément. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Joachim. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Elsa Maury, on m'a présenté tout à l'heure. Je travaille à la Fondation de France 113, qui est donc l'antenne régionale de la Fondation de France. Et on intervient aujourd'hui sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est l'engagement des entreprises dans la société pour lutter pour contribuer aux enjeux sociétaux environnementaux de demain. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui parce que j'étais étudiante il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'aurais adoré qu'on me parle de philanthropie et de mécénat en deuxième année d'études déjà, notamment parce que c'est un secteur qui est très intéressant et dans lequel il y a des métiers, des carrières qui sont très intéressantes à faire. Et au-delà de ça, en tant que collaborateur ou dirigeante d'entreprise plus tard, vous serez sans doute à confronter ces enjeux-là. Donc voilà, j'aurais bien aimé vous faire intervenir sur votre rapport à ces sujets-là, engagement, mécénat, intérêt général. Je crois savoir qu'à l'IAE, vous avez des heures de bénévolat dans des associations notamment. Est-ce que quelqu'un se sent de témoigner d'un engagement qu'il aurait ou pas? C'est pas obligatoire, on peut avancer aussi ou on peut en parler après, mais c'est aussi pour rendre un peu concret tout ce qu'on va dire, parce que nous, notre action de mécénat et de philanthropie, ça vise en grande partie à soutenir des initiatives d'intérêt général, et ces initiatives d'intérêt général, elles existent et vous pouvez participer à ces initiatives. Donc, est-ce que quelqu'un a le courage de témoigner là-dessus ou on revient dessus après? On reviendra dessus. On passe. Allez. En quelques mots, donc, on est ensemble pour une petite heure entre moi et Estelle. Moi, je vais parler une vingtaine de minutes. L'idée, c'est de vous parler brièvement de la Fondation de France pour reposer un peu l'endroit d'où je parle. Vous faire un aperçu de la générosité privée, donc les tendances de la générosité privée, un peu les grands fondamentaux de ce qu'est la générosité privée, philanthropie, mécénat, chiffré. Et ensuite, on parlera du mécénat comme un levier d'engagement des entreprises en illustrant ce qu'est le mécénat par rapport à la RSE, les complémentarités avec la RSE. Et enfin, je donnerai la parole à Estelle pour qu'elle nous parle de l'engagement du groupe ADECO via sa fondation du groupe ADECO. Donc, en une petite minute, je vous passe une vidéo de la Fondation de France. Est-ce qu'il y a du son? On n'a pas vérifié ça. Allez, on retente. Si ça ne marche pas, je vous l'enverrai. On retente et puis... On ne combattra pas la précarité sans développer l'emploi. On ne développera pas l'emploi sans améliorer l'accès à l'éducation. On n'améliorera pas l'accès à l'éducation sans réduire les inégalités. On ne réduira pas les inégalités sans répondre à la question des migrations. On ne répondra pas à la question des migrations sans agir sur le réchauffement climatique. On n'agira pas sur une seule de ces causes, sans agir sur toutes. Fondation de France, la fondation de toutes les causes. Alors voilà, donc la Fondation de France, la fondation de toutes les causes, qui a été créée il y a plus de 50 ans par le général de Gaulle et André Malraux, à l'époque pour essayer de booster la générosité privée. Ils revenaient d'un voyage aux États-Unis avec l'exemple des charities américaines. Ils se sont dit, il faut qu'on puisse motiver les Français et mobiliser les Français à donner davantage.
Donc la Fondation de France existe depuis plus de 50 ans. C'est le premier réseau de philanthropie en France. On parle de réseau parce qu'on abrite des fondations abritées chez nous. On a 977 fondations qui sont abritées à la Fondation de France, qui sont des fondations de particuliers et d'entreprises. On y reviendra tout à l'heure. Et donc on couvre tous les domaines de l'intérêt général. Vous l'avez vu, la précarité, la transition écologique, l'éducation, la culture, etc. Et notre métier, c'est d'accompagner toutes les envies d'agir, donc toutes les vocations de générosité, à en créer des projets d'intérêt général, des solutions utiles, concrètes et durables qui font avancer la société. Et on a une conviction à la Fondation de France, c'est que les projets, les solutions viennent du terrain, viennent du concret, et donc on a vraiment à cœur de donner les moyens aux acteurs de terrain. On est donc le premier financeur privé de l'intérêt général et on a des équipes en proximité donc dans toute la France. On est un peu moins de 300 salariés, on a à peu près 500 bénévoles à la Fondation de France. Et donc on est en proximité dans 6 régions et moi je travaille au bureau de Lyon. Pour vous remettre un peu en contexte sur ce qu'est la générosité privée, on va revenir là-dessus. La mise en contexte a été faite déjà en grande partie, et merci Joachim pour tous ces éléments. J'ajoute au rappel historique que la générosité privée, donc le mécénat, la philanthropie, n'ont pas du tout vocation à remplacer l'action publique. Pas du tout. On est plutôt là pour intervenir là où la puissance publique va moins, ou pallier à un désengagement de l'État sur certains sujets, mais on n'est pas du tout dans les mêmes échelles de valeur. Mais il se trouve quand même que la générosité privée a évidemment un lien très fort avec l'engagement public. Et donc, l'État-providence en direct. L'État-providence, vous le savez, a été créé sous la forme qu'on connaît actuellement, plutôt au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec la sécurité sociale, le chômage, l'indemnisation, le RMI, etc. Et en fait, on a un regain de la générosité privée qui est apparu autour des années 1980, effectivement. Donc la Fondation de France se crée en 1969 et permet de relégitimer un peu cette générosité privée. Et on parle de 4 grandes crises de l'État-providence. Je ne vais pas y passer trop de temps, mais je trouve ça assez intéressant de vous le partager. Donc depuis les années 70, on parle de ces 4 crises, de crise financière, crise de légitimité, crise d'efficacité et crise philosophique de l'État-providence qui ont permis à des acteurs privés de s'engager. La crise financière de l'État-providence, c'est de manière assez simple, c'est l'écart entre les recettes et les dépenses dû à un vieillissement progressif de la population, à une baisse de croissance et donc à une baisse de la croissance des salaires et donc une baisse des cotisations sociales par rapport à des besoins qui augmentent quand même. La crise de légitimité, c'est qu'on fait face à une montée de l'individualisme et où on a mis en valeur davantage des valeurs comme le mérite ou la responsabilité individuelle avant la solidarité. Et donc, on a beaucoup parlé aussi de cet État-providence, des cotisations sociales comme d'une contrainte au travail qui met de la lourdeur et qui fait baisser la compétitivité. Et certains disent que l'État-providence, c'est un frein à la solidarité réelle. La troisième crise, c'est la crise d'efficacité, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'État-providence et l'action de l'État-providence n'avaient pas forcément mis fin ni baissé la pauvreté. On a des inégalités qui s'accentuent et les efforts ne profitent pas toujours aux classes populaires qui en ont effectivement besoin. Et enfin, la crise philosophique, qui est un sujet à part entière tout à fait passionnant. Ça a été théorisé par Robert Castel, qui est un sociologue français que vous étudierez peut-être ou que vous avez peut-être étudié pendant vos études. Qui est le rapport, il théorise le fait que l'État, dans un rapport indemnisateur, il vient pas lutter contre un dérèglement, mais il vient mettre un pansement sur des situations qui vont mal à un instant T. Et plus la protection sociale est forte, plus le besoin de protection est important. Et donc l'État-providence alimenterait lui-même une sorte d'insécurité sociale. C'est pas exactement notre sujet, mais c'est pour vous donner le contexte d'un État-providence qui a permis, donc avec ces crises, qui a permis de faire augmenter une intervention du privé. Et le public, donc la puissance publique, l'État a mis en place des incitations fiscales qui ont permis de rebooster l'engagement du privé. Donc on a notamment la loi Aillagon, qui est aujourd'hui la loi qui régit le mécénat, qui a permis de doubler les avantages fiscaux. Et auparavant, on avait une incitation fiscale qui venait baisser la base imposable. Et aujourd'hui, c'est vraiment une réduction d'impôts. Donc cette loi Aillagon, elle date de 2003. Et en 2002, on avait à peu près 1 milliard d'euros de générosité privée. Et 10 ans après, on avait 3 milliards d'euros.
Et aujourd'hui, on est autour de 9 milliards d'euros. Donc, 8,5 milliards d'euros sur ce graphique, mais il date de 2-3 ans ces chiffres, donc ils sont en train d'être mis à jour. Aujourd'hui, on est autour de 9 milliards d'euros, portés à 59% par les particuliers et à 41% par les entreprises. L'engagement des entreprises, il s'est fait aussi assez progressivement autour des années 1990, parce que progressivement, il y a eu la reconnaissance de la fondation d'entreprise, enfin du statut de la fondation d'entreprise, et on le verra après, il y a un besoin pour les entreprises de s'engager pour être concurrentielles et pour dégager des avantages concurrentiels. Donc 60% à peu près portés par les particuliers, c'est 5 milliards d'euros, et 41% par les entreprises qui représentent 3,5 milliards d'euros. Il y a une partie déclarée, une partie non déclarée sur ce graphique. Ça correspond soit pour les entreprises à des dépassements de plafond de déclaration, soit des entreprises qui font du mécénat sans le déclarer. Et sur la partie particulier, il y a tous les dons en nature, donc les dons, on va le voir tout de suite, mais c'est les dons qu'on fait d'objets davantage, donc on n'a pas besoin de les déclarer fiscalement. Ça, c'est des données de l'administration fiscale, donc tout ne peut pas rentrer dans les données de l'administration fiscale. Le mécénat, en bref, vous avez entendu, on a parlé de philanthropie, on a parlé de mécénat. Globalement, c'est des termes qui veulent dire la même chose. La philanthropie, stricto sensu, ça veut dire l'amour de l'être humain. Donc c'est le fait d'être généreux en fait et de donner. Aujourd'hui, on parle de philanthropie, on parle de don en fait, de générosité. Le mécénat, on l'associe davantage à la générosité des entreprises. C'est pas gravé dans le marbre, mais c'est plutôt dans l'usage. C'est comme ça qu'on a l'habitude d'utiliser ces termes. Donc le mécénat, c'est un soutien sans contrepartie directe à des projets d'intérêt général. On verra juste après, l'intérêt général, il est défini fiscalement parce que ça ouvre à des réductions d'impôts. Donc forcément, l'État a un regard sur l'argent qui défiscalise, où il va. Il peut être numéraire, donc un don d'argent dans la rue, vous vous faites arrêter par des street fundraisers qui vous demandent de faire un don de 5 € par mois. C'est exactement ça, c'est du don numéraire à une association. Du mécénat en nature, je ne sais pas si l'IAE le fait, mais il y a des structures qui font des collectes de jouets pour Noël par exemple. Ça, c'est exactement du don en nature. Et du mécénat de compétences, où là, c'est davantage dans les entreprises où on donne du temps. Un collaborateur ou une collaboratrice va donner du temps à une association, et c'est sur du temps de travail, donc c'est l'employeur qui prend en charge l'engagement bénévole de son salarié. Les parties prenantes du mécénat, c'est donc les particuliers ou les entreprises. Ça peut passer par du don, par du legs, par du don en nature également ou du don de temps. Et les bénéficiaires, c'est des structures d'intérêt général, donc des associations, des fondations ou des établissements publics. La générosité en France aujourd'hui, donc les 8,5 milliards d'euros, elle bénéficie en grande partie à 40% à des thématiques de santé et solidarité. C'est assez large comme thématique, mais là-dedans, on retrouve le social principalement, donc des actions d'accompagnement des gens qui sont en précarité ou qui sont dans le besoin. En deuxième point, on a la religion. Toutes les collectes dans les lieux de culte représentent une grande partie de la captation de la générosité des Français. Et ensuite, on a le sujet de l'éducation et de la recherche. Sur les structures, donc la partie gauche du graphique, c'est les associations reconnues d'utilité publique, donc les ARUP, qui captent 37% du montant des dons, et les FRUP, Fondations reconnues d'utilité publique, à 27%. La Fondation de France est une fondation reconnue d'utilité publique, par exemple. Et c'est des grosses structures comme ça qui captent une partie des dons. Je vous fais une petite précision sur fondation ou association, parce que ce n'est pas toujours très clair. Une fondation, il y a une dimension de mettre à disposition un patrimoine, un capital au service de l'intérêt général. Donc c'est, moi je suis chef d'entreprise, j'ai envie de donner 10% de mon chiffre d'affaires à des projets d'intérêt général. C'est plutôt de l'ordre de la... Je le mets dans ma fondation. L'association, ça peut être d'intérêt général, ça peut aussi ne pas du tout être d'intérêt général. C'est plutôt un groupement de personnes qui vont se réunir pour faire et pour mettre de l'énergie autour d'un projet. On met de l'énergie dans les fondations, bien sûr aussi, mais il y a cette dimension de la mobilisation collective. Et l'association peut ne pas être d'intérêt général. Une association sportive de foot, une association de cartes, de plein de choses qui ne sont pas forcément d'intérêt général, c'est également des associations. Donc il y a vraiment la dimension financière de la fondation et la dimension du collectif et du faire dans une association. Pour caricaturer un peu, aujourd'hui,
les fondations, en grande partie, financent les associations reconnues d'intérêt général. L'intérêt général, donc, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est défini fiscalement l'intérêt général. Il faut que ce soit une association ou une structure à minima qui ne soit pas lucrative. Ça peut être une association qui gère de l'argent, par exemple les petites cantines à Lyon que vous connaissez peut-être, qui font des repas partagés, qui créent du lien social. On paye son repas à prix libre, donc il y a de l'argent qui rentre dans les comptes de l'association, mais il n'y a pas de dimension lucrative. Il n'y a pas de vocation à libérer de l'argent pour donner à des investisseurs, etc. Le deuxième critère, c'est la gestion des intéressés. Et le troisième critère, c'est qu'il ne faut pas que ça profite à un cercle restreint de personnes. Une association de bridge ou de poker, ça profite à un cercle restreint de personnes. Là, il y a vraiment une dimension d'intérêt général, comme son nom l'indique. Les avantages fiscaux qu'il faut nommer, bien sûr, parce que c'est quand même une incitation qui est importante. Les avantages fiscaux, aujourd'hui, pour les particuliers, c'est 66% donc de votre montant d'impôt. Je pense que tout le monde ne paye pas d'impôt ici, mais vous le verrez, c'est quand même incitatif pour les particuliers. Pour les entreprises, c'est 60%. C'est-à-dire que vous faites un don de 100 € dans l'année, vous pourrez en déduire 66 €, donc vous ne payerez que 33 € d'impôt. Pour 60% pour les entreprises. L'impôt sur la fortune immobilière, qui était historiquement l'impôt sur la fortune tout court, c'est une déduction de 75% du montant du don. Et la quatrième, les exonérations de frais de succession, on l'a mis là, mais c'est technique, c'est dans le cadre d'un legs, c'est de l'ordre du patrimoine. Il y a un dernier avantage fiscal qui existe, c'est l'amendement Coluche, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est en fait un rehaussement de la réduction d'impôt à 75% pour certaines structures qui sont en aide aux personnes en grande difficulté, et notamment des femmes en grande difficulté. Donc certaines structures sont éligibles à 75% de réduction d'impôt. Donc, je vous ai donné un aperçu un peu global de la générosité privée, ce que c'est et comment ça fonctionne. Et on va aller maintenant sur le mécénat, et plus particulièrement donc, le mécénat d'entreprise, et en quoi le mécénat peut être un levier d'engagement des entreprises, au même titre que la RSE aujourd'hui. Donc, déjà pour une remise en contexte, vous le savez aussi, j'imagine, et peut-être que vous l'expérimentez dans votre vie de tous les jours, mais l'entreprise, elle est sous la pression de ses parties prenantes, elle est sous la pression de ses consommateurs, parce qu'aujourd'hui, être une entreprise qui, je donne des exemples un peu fumeux, mais qui respecte le droit du travail, qui n'importe pas, n'exporte pas n'importe où, qui a des produits de qualité, etc., ça va être différenciant dans son comportement d'achat. Et donc, le fait d'être engagé, d'avoir une politique RSE, d'avoir une politique de mécénat, ça peut être un avantage concurrentiel réel. Les ONG, la société civile, c'est aussi une pression auprès des entreprises, parce qu'il arrive souvent qu'il y ait des organisations militantes qui épinglent certaines structures, certaines entreprises parce qu'elles n'ont pas respecté telle ou telle chose, ou qu'elles ont un impact très néfaste sur le climat. C'est souvent le sujet du climat qui revient. Les collaborateurs au sein d'une entreprise qui sont en recherche de sens au travail. Et c'est aussi un élément différenciant aujourd'hui, si on peut offrir une structure qui est engagée sur une cause, ou qui permet de faire du bénévolat, ou qui fait de l'arrondi en caisse, par exemple, qui mobilise ses clients, notamment. Le législateur, donc, a un pouvoir d'entraîner, donc la loi, basiquement, et les actionnaires, parce qu'il y a de plus en plus la recherche d'un actionnariat engagé. Les niveaux de l'implication d'entreprise aujourd'hui, on parle de 3 niveaux d'implication. Le sponsoring, que vous connaissez toutes et tous, je pense, c'est une entreprise qui veut associer son nom de marque à un événement culturel, à un événement sportif. C'est n'importe quelle entreprise qui va mettre son logo dans un stade, pour les JO, enfin voilà, sur des événements culturels ou sportifs. Là, il y a une volonté, il y a un retour. C'est pas sans contrepartie directe, il y a une contrepartie d'image. Et donc, c'est une action de pub, de communication. Le deuxième niveau, c'est la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. L'entreprise, par la RSE, elle va essayer de questionner la manière dont elle fait du business et comment elle a un impact autour d'elle, sur son territoire, sur la planète, sur ses collaborateurs, et elle va essayer de limiter ses externalités négatives et limiter la trace qu'elle va laisser. Et le mécénat, c'est un moyen pour l'entreprise de se projeter à l'extérieur de l'entreprise.
Donc, ce n'est pas questionner son fonctionnement en interne, mais c'est aller aider des projets à l'extérieur de l'entreprise. Ça permet d'être acteur de son territoire et ça permet aussi d'incarner ses valeurs. Je vais prendre le temps de faire la distinction RSE-mécénat parce que j'imagine que la RSE, c'est une notion dont vous parlez en cours ou pas. D'ailleurs, peut-être pas. Je vois des noms. Je vais en parler un petit peu. Vous serez amenés à en parler, j'imagine, j'espère. La RSE, c'est... ça va venir? Ok, super. Bon, je fais un petit teasing. La RSE, donc on le disait tout à l'heure, c'est une manière de questionner sa manière de faire du business, sa manière comment on fonctionne, avec quels fournisseurs on fonctionne, comment on vient au travail, combien on consomme d'électricité par exemple. Enfin, c'est plein de choses qui peuvent être très simples jusqu'à très complexes. Et il y a vraiment une démarche endogène, donc on questionne les activités de l'entreprise dans tout l'écosystème de l'entreprise. Là où le mécénat, c'est vraiment répondre à des besoins externes identifiés sur le territoire, qui peut être proximité, qui peut être national, etc. Dans le détail, donc le mécénat, on le disait tout à l'heure, c'est le soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe à des projets d'intérêt général. L'objectif, c'est vraiment de soutenir et d'agir en faveur de l'intérêt général, soutenir des assos, soutenir des projets, soutenir un chercheur qui va faire une découverte sur telle ou telle maladie. Le mécénat, il est complètement volontaire. C'est hyper important cette notion parce que rien n'oblige, si ce n'est les pressions qu'on vient de voir tout à l'heure et l'écosystème qui demande un engagement de l'entreprise. Mais le mécénat, il est vraiment d'une démarche volontaire. Donc il part toujours d'une volonté du dirigeant, de la dirigeante ou d'une volonté en interne dans l'entreprise de s'engager en dehors de l'entreprise. Donc c'est des structures qui sont plutôt mûres, mais pas que. Il y a aussi des petites structures qui sont mûres sur ces sujets. Mais il y a vraiment une volonté derrière. Là où la RSE, on va y venir tout de suite, mais a un caractère un peu plus contraignant pour certaines structures. Et enfin, le périmètre d'action, donc c'est les causes d'intérêt général choisies par l'entreprise, en lien ou non avec le cœur de métier de l'entreprise. La RSE, donc c'est intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans les activités de l'entreprise. Donc c'est se dire, on fait du numérique par exemple, le numérique ça a un impact sur la planète, et on va faire un bilan carbone et on va se questionner comment on réduit notre bilan carbone. Vous verrez ça je pense au fur et à mesure, mais c'est questionner, c'est faire du reporting extra-financier, c'est questionner un peu des indicateurs de comment on fonctionne et comment on fonctionne pour polluer moins, être meilleur quelque part dans sa manière de fonctionner. Les objectifs, c'est bien de développer la responsabilité sociale de l'entreprise et dans toutes ses activités et de développer une culture de la responsabilité auprès de ses parties prenantes, donc collaborateurs, fournisseurs, etc. Et le caractère contraignant, aujourd'hui, la RSE, elle est obligatoire pour les sociétés qui sont cotées et elle est obligatoire pour les sociétés qui dépassent certains seuils. Elle est volontaire pour les autres sociétés, mais ça tend à se généraliser et il y a des demandes aujourd'hui de reporting extra-financier sur des données telles que le bilan carbone, etc. Et la RSE, elle a pour périmètre les activités de l'entreprise. Je pourrais répondre à vos questions si vous avez des questions là-dessus, mais voilà, je passe à la suite. Juste vous dire qu'il y a j'ai déjà dit avant, une forte croissance du nombre d'entreprises mécènes et du montant du mécénat, pour toutes ces raisons qu'on vient de nommer, parce qu'il y a une attente croissante de l'écosystème, mais il y a aussi une volonté d'engagement qui est plus forte. Et l'encadré Orange, il est hyper important parce que on a en tête que ce sont des grands groupes qui font du mécénat, alors que 2/3 des entreprises mécènes sont de très petites entreprises. Donc ça, c'est important en nombre, bien sûr, en valeur, vous connaissez les rapports, hein. En valeur, c'est les très grosses entreprises qui portent des grosses politiques de mécénat parce qu'elles ont les moyens de porter des grosses politiques de mécénat, mais l'engagement, il se fait partout et il se fait aussi dans des petites entreprises. Les motivations pour s'engager en mécénat, donc en tant qu'entreprise, encore une fois. Une entreprise, elle a plein de raisons de s'engager, mais notamment, elle va pouvoir incarner les valeurs de l'entreprise et l'afficher à l'extérieur. Et par le mécénat, elle va enrichir l'image de son entreprise et pouvoir communiquer clairement sur cette image d'entreprise. Elle va aussi, par le mécénat, construire des relations avec les acteurs du territoire, donc la société civile, le secteur associatif, les puissances publiques, etc. Et ça fait rencontrer d'autres mécènes du territoire. Donc ça permet de créer du lien en dehors des activités purement business de l'entreprise.
Bien sûr, s'engager pour les autres et agir pour une cause, c'est la première motivation d'une entreprise qui fait du mécénat. Et il faut que ce soit la première motivation d'une entreprise qui fait du mécénat. Nous, on encourage ça vraiment à la Fondation de France. On ne veut pas servir de greenwashing, social washing, etc. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté d'agir. Et encore une fois, c'est une démarche volontaire. Donc, on s'engage parce que d'abord, on veut s'engager. Et ensuite, il y a des répercussions sur l'entreprise, il y a des intérêts. Mais c'est vraiment, c'est vraiment important ce point-là. Un autre point, c'est de développer ses relations avec les parties prenantes. Donc, on le disait avant, c'est pouvoir avoir des liens avec tout son écosystème. Et enfin, la dimension RH, attractivité RH, elle est aussi hyper importante parce que le mécénat, il permet de fédérer les collaborateurs et de favoriser la cohésion interne. C'est-à-dire que quand on propose à ses collaborateurs de venir sur une journée, de s'impliquer sur des projets associatifs, de faire du bénévolat, de venir dans une entreprise tout simplement qui a une fondation ou qui a une politique de mécénat qui est assez forte, ça donne envie de s'engager, ça donne envie de rester et ça permet aussi d'avoir des activités assez stimulantes au-delà de son quotidien de travail pur. Et pour illustrer un peu plus concrètement des actions vraiment de mécénat possibles, on a gradué cette slide en 3 niveaux d'implication. C'est pas un niveau d'importance parce qu'en fait tout engagement est important et utile, mais c'est aussi pour dire que on peut s'engager ponctuellement. On n'est pas obligé d'avoir une direction de l'engagement, pas obligé d'avoir une fondation, d'avoir une direction RSE, mécénat, etc. Donc, le premier niveau d'implication, c'est une implication ponctuelle. Là, en illustration, c'est du mécénat financier par du don. Donc, c'est soutenir une cause ou une urgence. Ça peut être une réaction. Les entreprises, elles réagissent, on le remarque à la Fondation de France, elles réagissent beaucoup aux urgences, soit parce que on a eu par exemple le séisme au Maroc en septembre dernier. Donc, il y a eu un séisme. La Fondation de France a réagi très rapidement. Et il y a eu une mobilisation des entreprises qui a été très forte pour différentes raisons, parce que ça touche aussi ces sujets. Il y a eu beaucoup de foyers touchés. Il y a des communautés dans les entreprises qui sont plus ou moins touchées par ces sujets-là. Et donc, on est en mesure, nous, très rapidement, de mettre en place une page de collecte, de la visibilité sur les actions et de relayer des appels à dons, etc. L'implication ponctuelle, elle peut aussi passer par du don en nature. Donc, on le nommait tout à l'heure, une collecte de jouets ou de protection hygiénique ou des choses comme ça. Ça peut être des démarches de don en nature. La deuxième dimension, c'est une implication plus collective. Donc, on peut s'engager en étant une entreprise dans du mécénat collectif. À la Fondation de France, par exemple, on a un club des entrepreneurs solidaires. Donc, c'est des entreprises qui veulent unir leurs forces pour s'engager sur une thématique. Historiquement, c'était plutôt la thématique de l'habitat, l'habitat digne. Et progressivement, ils vont sur des thématiques un peu plus larges, mais c'est des entreprises qui se réunissent 2 fois par an et qui disent, on leur propose des projets, ils choisissent les projets qu'ils veulent financer, et ensuite on les accompagne pour voir les projets, et des fois ils peuvent compléter par du mécénat de compétences, du bénévolat, etc. Le mécénat collectif, ça peut passer par des partenariats avec des assos, ça peut passer par une implication des salariés via de l'arrondi sur salaire. On arrondit à la dizaine d'euros ou dizaine d'euros supplémentaires. Plus on est, plus il y a d'impact. Et ensuite, on fait un don de ces arrondis-là pour une asso qui a été sélectionnée, par exemple, par les collaborateurs. Le produit partage, ça existe aussi. Le produit partage, c'est par exemple une entreprise qui décide de sortir un produit et pendant un temps donné, disons 3 mois, l'entreprise va décider de reverser 10% de cette vente à une action spéciale. C'est très encadré, le produit partage, parce qu'il ne faut pas que ce soit un argument de vente. Le mécénat ne doit pas être un argument de vente. Il doit permettre, la vente peut favoriser le mécénat, mais le fait de s'afficher engagé ne doit pas avoir de contrepartie directe. Donc, il ne faut pas que ce soit directement un facteur d'achat, en fait, le fait que ce soit engagé. Je ne rentre pas dans les détails maintenant, mais c'est assez intéressant ce point-là. L'implication collective, donc le mécénat de compétences dont on parlait avant. Il peut y avoir aussi des événements de collecte sportifs, par exemple. Vous connaissez des marathons solidaires ou culturels, le Téléthon ou des collectes qui peuvent se faire à des occasions d'événements. Et enfin, le troisième niveau d'implication, c'est une implication qui est plus stratégique et plus structurante et structurée, qui est la création d'une structure, d'un véhicule philanthropique, on dit. Donc un fonds. Il existe 8 sortes de fonds aujourd'hui, fonds et fondations. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu technique et je ne voulais pas que vous soyez effrayés dès le début par
par ces notions-là. Mais il existe 8 structures de philanthropie aujourd'hui. Et les principales sont la Fondation Abrité, le Fonds de dotation et la Fondation d'entreprise, donc à la portée des entreprises. Fondation Abrité, c'est venir s'abriter chez une fondation abritante. Nous, on est une fondation abritante à la Fondation de France et ADECO est une fondation abritée, donc Estelle va pouvoir illustrer de ça. Un fonds de dotation, c'est à la portée d'une entreprise, mais tout est à sa charge. Donc tout doit être créé de A à Z par l'entreprise, de la création à la gestion. Alors que la Fondation Abrité, vous êtes accompagné, enfin l'entreprise, l'entrepreneur est accompagné par l'abritante qui a l'expertise, qui peut mettre en réseau et tout ça pour des coûts limités. Et la fondation d'entreprise, qui est le modèle très structuré. Là, c'est l'entreprise qui décide, pareil, en autonomie, de créer une structure, mais avec de l'argent qui vient uniquement de l'entreprise, là où une fondation abritée peut collecter auprès de ses clients, ses parties prenantes, etc. Et une fondation d'entreprise, elle doit se gérer seule. Et je l'ai remis en bas de la slide, là, la fondation territoriale, en fait, c'est la possibilité de créer une fondation avec d'autres entreprises pour décider d'agir sur son territoire, sur une cause donnée. J'ai remis quelques exemples après. J'ai mis une slide sur les fondations abritées, mais comme Estelle, tu vas en parler, juste vous dire que la fondation abritée, c'est donc l'affectation d'un patrimoine. À la Fondation de France, c'est 200 000 € sur 5 ans. Donc un particulier ou une entreprise dit « je veux allouer 200 000 € à des projets d'intérêt général sur 5 ans. Je le mets dans une structure parce que je veux structurer mon mécénat, je veux être visible, je veux pouvoir collecter en plus de mes 200 000 € auprès du grand public, par exemple. Et venir s'abriter à la Fondation de France, ça permet d'avoir un accompagnement, des fonctions support, une gestion administrative qui est facilitée et pouvoir, pour le fondateur, se concentrer sur son action, ses projets et sa mission en fait d'intérêt général. Et je finis sur cette slide qui est la dimension du territoire. On a parlé un peu de RSE et la RSE, elle tend vers un autre concept qui est la RTE, la responsabilité territoriale des entreprises. C'est vraiment prendre en compte l'entreprise dans son empreinte territoriale. Ça veut dire il y a une dimension très collective dans la RTE et là j'ai mis des exemples de fondations territoriales ou de fonds de dotation territoriaux. C'est des entreprises qui se mettent ensemble et qui disent sur tel territoire, par exemple la métropole de Lyon ou par exemple le Morvan en Bourgogne ou Marseille pour la Fondation de Marseille, on veut adresser telle thématique, le sans-abrisme et la grande précarité pour l'entreprise des possibles qui a été fondée par Alain Mérieux, ou la Fondation de Marseille, c'est réduire les fractures et les inégalités à Marseille. Et collectivement, un collectif d'entreprises va dire, OK, on finance des projets d'intérêt général qui vont dans ce sens pour lutter contre la grande précarité. J'ai mis quelques exemples. La Fondation Émergence, c'est une fondation d'entreprise qui réunit différents entrepreneurs sur des sujets de projets à impact social, environnemental, donc c'est assez large. La Fondation Morvan Terre de Vie en Bourgogne, c'est soutenir des projets de jeunes en territoire rural, donc pour accompagner la ruralité et les jeunes dans cette ruralité. La Fondation de Marseille, je l'ai nommée. La Fondation territoriale des Lumières, c'est la lutte contre la précarité sur le bassin minier, donc dans le Nord. C'est un bon exemple parce que ça identifie bien une problématique de précarité très importante sur un bassin minier et donc une mobilisation collective d'entreprises qui décident de collectivement s'adresser à un sujet. J'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que c'était pas trop dense et à peu près digeste pour vous. Et je me tiens à votre disposition pour répondre aux questions que vous aurez, si vous en avez. Et sinon, on passe à la partie avec Estelle. Non, la question c'était est-ce que le mécénat c'est qu'en entreprise ou c'est hors entreprise? En fait, le fait de donner, ça se fait en tant que particulier ou en tant qu'entreprise, bien sûr. C'est juste que le terme de mécénat, on l'utilise plus pour parler de la générosité qui vient des entreprises. Mais n'importe qui ici peut être donateur, on appelle ça plus simplement. Par exemple, et à des petits montants, ça peut être 5 € par mois. Vous êtes déjà fait peut-être arrêter dans la rue en disant
donnez-nous votre RIB, on vous enlève, vous pourrez donner 5 € par mois à tel asso. Médecins sans frontières, par exemple, ils le font beaucoup. Et donc ensuite, vous devenez donateur de Médecins sans frontières, donateur régulier de 5 € par mois. Vous pouvez décider de donner à la Fondation de France, par exemple, et vous devenez donateur de la Fondation de France. Moi j'ai une question, c'est les mécénats, vous nous avez dit que les entreprises avaient un intérêt à en faire. Est-ce que les RSE c'est pareil ou les entreprises n'ont aucun avantage à avoir une RSE? C'est une bonne question et je vous invite aussi à vous la poser. Pour moi, c'est un peu les mêmes raisons qui poussent à faire du mécénat ou de la RSE, c'est sortir de son rôle purement business, répondre à des attentes grandissantes de la société qui demandent de l'entrepreneuriat engagé, parce qu'on sort d'un monde qui fait du capital pour le capital et on essaye de questionner un peu ce rapport business en essayant de rendre l'entreprise... Enfin, l'entreprise, c'est un acteur engagé dans son écosystème. Et donc, pour moi, prendre ces sujets de RSE à bras-le-corps ou de mécénat, c'est presque une nécessité, sachant qu'on est déjà un acteur engagé en créant de l'emploi, en étant sur un territoire, etc. Et les grands points concurrentiels que je vois, c'est... il y en a vraiment beaucoup, mais il y a la dimension d'attirer des talents, de garder des talents, parce que je ne sais pas trop quelle est votre sensibilité à vous dans cette salle, mais moi, je le vois dans mon entourage et on l'entend beaucoup, des diplômés qui refusent d'aller dans certaines structures parce qu'elles ne se sont pas posé la question de quels impacts elles allaient laisser, elles ne se sont pas posé la question de comment elles interagissent sur leur territoire, dans leur écosystème et tout. Et donc, pour moi, c'est un avantage concurrentiel sur des sujets de RH, mais c'est aussi une attente autour de soi et c'est aussi un moyen d'avoir des consommateurs, enfin d'avoir des clients en fait. Pareil, c'est des questions de sensibilité, mais quand on a le choix entre deux produits où l'un est fait de manière raisonnée et raisonnable et l'autre est fait à l'autre bout du monde, ça rentre dans le domaine de la RSE. Le choix, pour certains consommateurs, il va être vite fait. Donc il y a vraiment un avantage, je pense, commercial à faire de la RSE et il y a aussi un avantage, enfin il y a une dimension éthique qui est hyper importante. Et le mécénat, c'est pareil, mais le mécénat, pour moi, c'est encore une étape au-delà parce que la démarche volontaire, elle légitime encore davantage le fait d'être une entreprise qui veut s'engager et donc qui veut faire du bien quelque part. Ouais. Merci. Merci à tous. Je ne sais pas, vous m'entendez bien? Donc moi, je représente la fondation du groupe ADECO. Je voulais vous remercier pour l'invitation. Fondation de France et IAE réunis. D'autant plus que le groupe ADECO, c'est un groupe lyonnais. Donc historiquement, on est un petit peu chez nous en venant ici à l'IAE témoigner de ce qu'on fait. Pour que vous compreniez, et ça va être vraiment une très belle complémentarité de tout ce que vous avez pu entendre, je vais essayer de vous donner des exemples très concrets de pourquoi on a une politique de mécénat, pourquoi on fait une fondation quand on est une entreprise, quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut en faire et qu'est-ce que ça nous rapporte au final. Très brièvement, je ne vais pas vous embêter, mais très brièvement, je suis tenue de présenter le groupe ADECO parce que la fondation, c'est la fondation du groupe ADECO. Le groupe ADECO, il a été créé en 1956, ici, à Lyon. Et c'est un groupe maintenant international, présent dans 60 pays. Je vous épargne tous les chiffres, vous les trouverez sur notre site internet, surtout je ne les connais pas. Et donc, le groupe ADECO, son objet principal, c'est d'accompagner ses clients, qui sont des entreprises ou des organisations au sens large, des organisations de travail, dans leur thématique RH. Alors, on dit les talents, tu as utilisé ce terme tout à l'heure. Avant, on disait les RH, les ressources humaines. Maintenant, on parle plutôt de talents. Comment est-ce qu'on accompagne nos entreprises pour recruter ces ressources humaines, ces talents, vous ?
Comment on les accompagne pour les former, parce qu'il y a un vrai enjeu de formation, pour les aider à développer leurs compétences tout au long de leur vie. Et le groupe ADECO, c'est très large. Donc il y a cette marque ADECO que vous connaissez certainement, mais il y a d'autres marques, notamment comment on accompagne les organisations dans leur transformation, leurs organisations face au changement. On entend des plans sociaux en ce moment. Bien, nous avons une filiale chez ADECO qui va pouvoir intervenir quand malheureusement on ne peut plus recruter, on doit décruter. Et puis, comment est-ce qu'on accompagne les transformations digitales? Et nous avons une filiale qui accompagne, qui est une entreprise de services numériques, une ESN, et qui accompagne les transformations digitales. Tout ça avec un objectif ressources humaines. Avoir les meilleures ressources humaines au moment voulu pour faire face à votre activité business. Ça, c'est l'activité du groupe ADECO. Et en parallèle, comment est-ce qu'une personne qui cherche du travail trouve la bonne entreprise? Et ça, c'est ce qu'on accompagne au quotidien. Et pour faire ça, il y a 20 ans, le groupe s'est dit, on va créer une fondation. Et on va créer une fondation qui aura un objet très aligné à notre activité. Notre activité, c'est la mise à l'emploi. Donc c'est une activité qui est quand même d'utilité sociale. Mettre des gens, leur permettre de trouver un travail et de travailler pour des entreprises. On s'est dit, on va créer une fondation qui, elle, va aller exclusivement sur l'intérêt général pour ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas travailler, qui ne sont pas employables. Et donc nous avons créé une fondation qui va nous permettre de soutenir les personnes qui sont les plus éloignées du monde du travail et essayer de faire en sorte qu'elles s'en rapprochent par nos soutiens. Donc notre rôle de fondation, c'est de soutenir des structures qui agissent dans l'intérêt général pour les publics les plus éloignés de l'emploi. Ces structures qui agissent pour les publics éloignés de l'emploi, ce sont des associations, donc on soutient des associations, et on va les soutenir financièrement, c'est le terme de mécénat financier qu'on a entendu, et on va les soutenir aussi en mécénat de compétences, donc ça, ce sont les différentes modalités d'engagement. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait une fondation? Je me pose la question à moi-même, parce que comme ça vous facilite la vie. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire une fondation en tant qu'acteur de l'emploi? Faire de l'emploi, permettre à des gens de trouver du travail, on était quelque part obligés. On a parlé de responsabilité sociétale des entreprises. On ne pouvait pas dire, mais nous, on prend que les gens qui sont employables et puis on les met à l'emploi chez nos clients, puis tous ceux qui ne peuvent pas venir chez nous, on s'en fiche. C'était un peu une obligation finalement de faire ça. Et d'ailleurs, ce sont les collaborateurs qui, à un moment, nous ont dit, moi j'ai été sollicitée, j'ai l'association du coin qui m'a demandé de venir faire un atelier CV pour les jeunes qui ne trouvent pas de travail. Donc je l'ai aidé, mais je ne les ai pas recrutés, ces jeunes. Ils ne sont pas prêts de travailler, ils ne connaissent pas encore le code du monde du travail, c'est trop tôt, ils sont en 3e. Mais je leur ai expliqué comment on faisait. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait beaucoup de collaborateurs qui faisaient des choses qui n'étaient pas du business, qui n'avaient pas de contrepartie, n'étaient pas payés. Et c'était des choses qui étaient de l'intérêt général pur. Ils le faisaient pour que le territoire, pour que les associations puissent avancer sur cette thématique de l'insertion professionnelle en dépit des conditions que l'État n'accordait pas. C'est-à-dire que l'État, il ne va pas aider un jeune de 3e à trouver un stage. Il dit, va sur mon stage de 3e.fr, et ce n'est pas suffisant. Et donc, c'est ce fameux rôle sociétal que l'entreprise se donne via le mécénat, qui est un rôle, on reprend un peu ce que tu nous as dit, Joachim, tout à l'heure, sur pourquoi est-ce qu'on intervient à un moment où il y a un déficit de l'État, et il y a des besoins qui arrivent aux entreprises. Parce que les acteurs associatifs sur le territoire, ils se tournent vers les entreprises. Ils n'ont plus assez d'argent côté État. Ils viennent voir les entreprises en disant « Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Parce que nous, en ce moment, plus personne ne nous soutient. Plus personne, au niveau étatique, il y a des coupes budgétaires sur l'aide aux migrants, par exemple. Donc, nous, on a en ce moment beaucoup d'associations qui ont besoin d'aider les personnes réfugiées, nouvellement arrivées sur le territoire, avec ou sans statut, et qui ne s'en sortent pas parce qu'il y a moins de fonds de l'État. Donc, c'est ça le rôle de l'entreprise. Et une entreprise peut-elle dire non ? En fait, nous, on ne s'est pas posé la question, on ne peut pas dire non.
On est sollicité et c'est notre rôle si on veut assumer ce rôle d'entreprise sur son territoire qui est socialement engagé. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on fait du mécénat. C'est une évidence. Et si on ne l'avait pas décidé, de toute façon, les collaborateurs, au moins, ils donnent de leur temps. C'est le fameux mécénat de compétences. Donc on a créé une fondation où on est venu structurer notre approche de mécénat en disant, OK, on va faire de l'insertion professionnelle. Attention, on s'est abrité à la Fondation de France, c'est-à-dire qu'on a pris une espèce de gardien du temple, parce que notre sujet d'insertion professionnelle, il est quand même proche de notre métier business. Et donc, si on commence à faire du mécénat pour trouver des candidats, pour trouver des clients, ça ne va pas. Donc, il fallait bien qu'on soit dans l'intérêt général. On vous a donné la définition tout à l'heure. C'est quoi le mécénat? C'est une définition négative. Le mécénat, c'est ce qui n'est pas un intérêt particulier. OK. Donc, si je forme mes collaborateurs à la cause LGBTQIA+, c'est du mécénat ou c'est pas du mécénat? Eh bien, c'est pas du mécénat. Parce que c'est pour leur permettre d'être plus heureux au travail, de pouvoir exprimer leur propre identité s'ils sont eux-mêmes concernés. Donc ça, c'est pas du mécénat. Si je propose à mes collaborateurs de diminuer leur empreinte carbone, vous savez, faire moins de trajets, composter, mécénat ou pas mécénat? Eh bien là, si je vais les former dans leur empreinte carbone, en tant qu'entreprise qui a des obligations légales sur sa propre empreinte carbone, je vais en retirer un bénéfice. C'est-à-dire que si mes collaborateurs se déplacent moins, utilisent plus de covoiturage pour venir au bureau, c'est moi en tant qu'entreprise qui aurai un intérêt parce que mon empreinte carbone à moi, elle sera meilleure et j'aurai des meilleurs indicateurs extra-financiers, ce fameux terme qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc ce n'est pas du mécénat. Former ses collaborateurs à être moins polluants, ce n'est pas du mécénat. Ça, c'est de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Comment une entreprise a plus d'impact positif sur son environnement ou moins d'impact négatif, comment elle pollue moins, comment elle permet à ses collaborateurs d'être plus ouverts, d'être plus diversifiés, comment elle permet à son entreprise d'être le reflet de la société, c'est de la RSE. Si on fait ça pour son propre intérêt, c'est de la RSE. On remplit une obligation légale, on permet d'avoir des équipes plus variées, plus diverses, c'est son intérêt. Par contre, si on le fait dans l'intérêt d'une structure associative, des bénéficiaires de cette structure associative, parce qu'on veut les aider, et sans rien en retirer en échange que « super, merci, grâce à vous, j'ai repris confiance en moi, grâce à vous, j'ai pu trouver un travail ailleurs, n'importe où, mais grâce à vous, j'ai avancé. Grâce à vous, je suis sortie de chez moi parce que je ne sortais plus. » Eh bien là, on a fait du mécénat. Donc l'objectif d'une politique de mécénat, c'est d'abord, elle va se définir par est-ce qu'on est dans l'intérêt particulier ou dans l'intérêt général. Si c'est dans l'intérêt particulier, ça sera chez nous porté, comme dans beaucoup d'entreprises, par une direction RSE. Donc on a une direction RSE chez nous, avec la lutte contre les discriminations, la diversité et l'inclusion, les sujets d'intégration des personnes en situation de handicap et de leur maintien dans l'emploi, ou notre empreinte carbone, notre fameuse responsabilité environnementale. Ça, c'est pas du mécénat. Et ensuite, on a une fondation qui, elle, va identifier sur son territoire des projets associatifs qu'elle souhaite soutenir et que nous allons soutenir financièrement, sans aucune contrepartie, sans aucun intérêt économique, business. Donc, c'est ça qui va faire la différence. Et qui va faire une différence entre une politique RSE et une politique de mécénat. Si on reprend sur ce que tu as dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on le fait? Et c'était ta diapo. Nous, on agit avec des projets associatifs très variés. On a 4 programmes. Un programme qui est de rapprocher le monde de l'entreprise de celui de l'école. Donc, on va s'adresser à des jeunes dès la 6e pour leur montrer ce que c'est que le monde du travail, jusqu'aux jeunes de 30 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni sur les bancs de l'école, et qui sont très éloignés du monde du travail, qui ont eu une rupture, et on va leur parler du monde du travail. On a un deuxième programme qui est de travail pour les femmes sur le marché de l'emploi toujours, et lutter contre les freins d'accès, les freins que rencontrent les femmes pour accéder à un emploi,
Vous connaissez évidemment les difficultés qui vont se surrajouter sur les femmes en situation de précarité et de monoparentalité. Donc là, on va soutenir des projets associatifs comme un projet qui s'appelle la Maison des Marraines, qui permet à des jeunes filles d'aller au bout, d'être hébergées quand elles n'ont plus de logement et de retrouver un emploi. Donc on soutient financièrement un projet associatif. On a un troisième programme qui est d'accompagner les personnes réfugiées vers le monde du travail. Donc là, on va par exemple soutenir une association qui s'appelle JRS France et qui va accompagner des personnes qui viennent d'obtenir leur statut de réfugié dans les premières démarches de retour à l'emploi. Ou alors une association qui s'appelle Polaris 14 qui, elle, prend les personnes qui arrivent tout de suite quand ils arrivent en France et qui n'ont même pas de papier. Donc ils ne peuvent pas travailler, mais on va d'ores et déjà leur apporter les premières connaissances sur ce qu'est le monde du travail. On a enfin un dernier programme qui regroupe tout ce que tu as dit, qui est le programme d'accompagnement territorial. Parce que depuis 20 ans que la fondation existe, c'était une fondation qui était très centralisée. Et en fait, on s'est dit qu'on n'avait pas ce côté territorial de cette implantation au cœur du territoire. Donc en fait, on a un mécénat à double sens. On définit des grands partenaires nationaux et on définit ensuite des petits partenaires. Quand je dis partenaires, ce sont associations qui agissent dans l'intérêt général, des petits partenaires locaux qui vont répondre à nos souhaits d'action de mécénat, notre feuille de route dont je vous ai parlé, ces fameux 4 programmes. Et là, des collaborateurs sur les territoires vont nous dire « Ah ben moi je connais cette petite association, elle est bien parce qu'elle fait ça ». On réunit un jury et ensuite on va soutenir territorialement ces associations. Donc notre politique de mécénat, elle est basée sur des programmes d'action qu'on définit. C'est l'entreprise qui définit. Donc vous voyez en quoi nous, on a nos enjeux stratégiques, nos enjeux en tant qu'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut porter comme message sur le monde du travail aujourd'hui en France en tant qu'entreprise, acteur majeur du marché de l'emploi? Quels sont pour nous les sujets prioritaires sur ce marché de l'emploi que vous allez rencontrer bientôt, prochainement, qui est un marché qui est difficile, qui est un monde qui n'est pas facile d'accès. Donc, quels sont les messages qu'on veut porter pour être plus inclusif? Donc ça, c'est notre feuille de route, on l'a définie. Mais pour la mettre en œuvre, on a besoin d'associations. Ça, c'est un peu compliqué quand on est une entreprise, parce qu'on arrive un peu avec nos gros sabots sur parfois des toutes petites structures associatives. Et il faut bien le prendre en compte. On ne peut pas arriver en étant comme si c'était un prestataire, voyez. Donc il faut bien faire attention en disant, voilà, on aimerait vous soutenir. Est-ce que vous êtes d'accord? L'association peut ne pas avoir envie d'avoir de l'argent de la part du groupe ADECO. C'est son droit. Et ensuite, si on vous soutient, on aimerait faire des choses avec vous, parce qu'on ne veut pas juste faire un chèque, on veut porter des messages, donc on veut proposer à nos salariés de s'engager au profit de cette association. Donc on lui demande si elle est d'accord, et il ne faut pas venir bousculer le fonctionnement associatif. Ça peut être un peu les travers du mécénat de masse, j'allais dire, des grandes entreprises. Donc les grandes entreprises doivent faire attention à leur politique de mécénat pour être bien adaptées à des besoins associatifs. Donc on trouve des structures associatives. Ensemble, on travaille pour savoir si elles ont des besoins. Besoin d'argent, bien sûr. On ne fait jamais d'action avec une association si on ne lui donne pas de l'argent. C'est la base. Une association ne peut pas fonctionner sans argent. Donc, on va donner de l'argent. Et ensuite, on va proposer du temps. Le temps de nos collaborateurs, c'est ce fameux mécénat de compétences. Tous les collaborateurs de l'entreprise ont le droit de donner 2 jours par an. Alors, ça paraît peu, mais en pratique, c'est pas très utilisé, enfin, c'est pas utilisé à 100%, qu'ils ont 2 jours par an qui sont offerts par l'entreprise pour aller s'engager sur des causes qui leur tiennent à cœur. Il y a des gens qui font plus, donc c'est la base, mais il y en a qui ne le font pas du tout. Donc nous, notre objectif, et moi je suis responsable de la politique de mécénat, c'est que tout le monde fasse du mécénat. Donc je me suis fixé un objectif de 100% de collaborateurs engagés dans l'entreprise. Je vous rassure, j'en suis loin, puisque nous avons 18 000 collaborateurs. Pour l'instant, j'en ai que 1000 qui font du mécénat. Mais 1000, c'est déjà beaucoup. 1000, c'est déjà beaucoup. On a statistiquement, on fait partie des entreprises les plus engagées. Alors, notre politique de mécénat, elle est déjà très mature. La Fondation, elle a 20 ans d'existence. On s'est déjà posé beaucoup de questions. Intérêt général, intérêt particulier, comment mobiliser les collaborateurs, mécénat en centrale, mécénat en local, en territorial, avec des tout petits projets. Et puis, comment varier? Parce que nos collaborateurs, quand je parle de nos collaborateurs, je parle donc des 18 000 salariés de l'entreprise,
C'est des gens qui ont envie de s'engager, mais les causes sont variées. Tout le monde ne sait pas faire un atelier CV. Tout le monde ne sait pas aller parler à un jeune de 3e. Donc, on a forcément ouvert un peu, même si financièrement, on a toujours un objet statutaire qui est très strict, c'est-à-dire que notre mécénat financier, c'est uniquement sur l'insertion professionnelle. Notre mécénat de compétences, on l'a ouvert à d'autres causes, toutes des causes qui vont être périphériques à l'emploi. Parce que quelqu'un qui ne mange pas, il ne peut pas travailler. Quelqu'un qui n'a pas de logement, qui dort à la rue, il ne peut pas travailler. Donc, on va aussi proposer du mécénat de compétences sur l'aide alimentaire, sur l'accompagnement des personnes à la rue, sur des causes qui sont plutôt de l'insertion sociale, qu'on ne peut cette fois pas soutenir financièrement parce que nos statuts nous l'interdisent, mais pour qui on peut apporter un petit peu de temps. À titre d'exemple, vendredi, samedi, dimanche, c'est la collecte nationale pour les banques alimentaires. Vous connaissez peut-être certains d'entre vous en ont bénéficié. Bénéficiaires de l'aide alimentaire, il y a des étudiants qui en bénéficient. Et il y a des travailleurs qui vont à l'aide alimentaire. Donc nous proposons à tous nos collaborateurs, le vendredi sur leur temps de travail, d'être bénévoles dans tous les magasins et de participer à la collecte nationale des banques alimentaires. Comme ça, c'est un mécénat facile pour les collaborateurs, encore que c'est pas si simple que ça, mais bon. Ils ne sont pas devant un groupe de jeunes, ils n'animent pas, ils n'ont pas d'expertise RH, ils vont dans un magasin, ils peuvent y aller à 2-3, il y en a qui peuvent juste remplir le caddie, d'autres qui peuvent être à l'accueil. Donc on se dit comme ça, on va leur donner goût et on va faire en sorte que peut-être demain, ça sera des citoyens plus engagés, même à titre personnel, même en dehors de l'entreprise. Mais ça ne nous regarde plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se fait dans l'entreprise. Pourquoi on fait du mécénat ? Nos collaborateurs, ils sont heureux, ils ont été utiles. Quand on ressort d'une action avec une femme senior qui est en burn-out et qui dit « merci, j'ai repris confiance », le collaborateur, il revient boosté, il a passé 3 heures, il revient et boosté. On a un jeune de 3e qui un jour nous a écrit après une action nous disant « merci, vous m'avez sauvé la vie ». Sincèrement. Quand on a fait ça, je pense qu'on peut dire qu'on a réussi sa politique de mécénat. Donc le mécénat, c'est l'émotion, c'est les valeurs de l'entreprise, mais aussi c'est beaucoup d'émotions et c'est finalement permettre à des collaborateurs, à des salariés et d'être fiers de leur entreprise, de vouloir s'engager pour des belles causes et de pouvoir le faire grâce à son entreprise. Donc en termes de retour sur investissement, même si ce n'est pas ce qu'on cherche, le mécénat est strictement désintéressé, il y a un vrai enjeu RH. Pour un manager, c'est un levier très très puissant. Quand le manager doit créer de la cohésion d'équipe, quand il doit fidéliser, remercier quelqu'un, et qu'il n'a plus d'argent, qu'il n'a pas de prime, les leviers managériaux, ils ne sont pas très importants en entreprise. Donc un manager peut utiliser le mécénat. Une politique RH qui ne comprend pas de mécénat, moi je trouve ça aujourd'hui, depuis maintenant quelques années que je suis dans cette activité, je trouve ça dommage, c'est se priver de beaucoup de choses. Et parfois, il faut peu, tu l'as dit tout à l'heure. Nous, on ne donne pas des grosses sommes. On a un groupe, alors, tout est relatif, mais on n'a pas des gros budgets de mécénat par rapport à certaines grandes entreprises. Et il y a des entreprises qui font du mécénat sans argent, je pense à la fondation EY. Donc, donner, même un tout petit peu, et donner le temps de ses collaborateurs pour une entreprise, c'est évident, c'est sans contrepartie, mais finalement, il y a quand même beaucoup d'intérêt à l'entreprise pour le faire. Je vous remercie. Donc, ça marche, oui. Donc, comme tout à l'heure, si vous avez des questions, posez-les. Allez, n'hésitez pas, lancez-vous. Il y a une question là-bas, oui. Une question ou un commentaire ou une expérience? J'ai pas trop compris votre lien avec la Fondation de France, en mode si c'était vous envoyez des dons, si vous travaillez avec eux ou s'il y avait une supervision, je sais pas quoi. Alors la Fondation de France, elle nous abrite, c'est-à-dire que notre entreprise affecte une somme qu'elle confie à la Fondation de France, comme un peu si c'était notre banque, tu vois. Donc l'argent, il est à la banque, mais c'est à la Fondation de France. Et ensuite, nous, on va travailler avec la Fondation de France. Alors, d'abord, on identifie les projets et ensuite, systématiquement, on valide avec la Fondation de France que ces projets sont pertinents et qui méritent d'être soutenus. J'attire votre attention parce que nous avons parlé de l'intérêt général, mais on n'en a pas donné la définition.
qu'est-ce que c'est que l'intérêt général? Est-ce que défendre les droits des migrants, c'est de l'intérêt général? Selon où vous vous situez sur l'échiquier politique, vous n'aurez peut-être pas la même réponse. Donc c'est important pour nous de valider la notion d'intérêt général, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on va faire est conforme à nos valeurs et est-ce que avec la Fondation de France, nous avons la même appréciation. Donc ça, c'est vraiment très important, puisque vous avez des fondations de tous bords, j'allais dire de toutes idées, hein, et donc ça, c'est des sujets, il faut que ça soit défini, hein, quelle est votre politique de mécénat et quelles sont les valeurs. Donc nous sommes apolitiques, areligieux, et on va soutenir des projets qui sont apolitiques et areligieux. Ça, c'est important. Donc, on travaille avec la Fondation de France, on identifie, et ensuite, on va dire à la Fondation de France, OK, ben, je te donne l'ordre de verser cette somme, excuse-moi pour je te donne l'ordre, mais parce qu'on fait un ordre de virement. Donc, je te demande de verser, s'il te plaît, cette somme à cette association qu'on décide soutenir. Si toi, tu n'y vois pas d'inconvénient, la Fondation de France va vérifier que le contexte juridique est rempli et elle va... voilà, utiliser ça. Donc nous, notre argent, on le confie à la Fondation de France et qui ensuite le distribue sur des projets qu'on arrête ensemble. C'est en ça qu'elle nous abrite. Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Bonjour. Vous faites la différence entre le mécénat et la RSE. Dans quelle mesure vous pensez pouvoir présenter ces deux activités dans votre organisation auprès de la nouvelle directive, la CSR2? Alors, je ne pourrais pas du tout vous répondre sur ce sujet puisque je ne suis en charge que de la politique de mécénat et pas des nouvelles directives sur la politique plutôt RSE des entreprises. Donc nous sommes, à chaque fois qu'on a, de toute façon, on est abrité à la Fondation de France, premier critère pour nous. Deuxième critère, donc nous avons un cadre légal sur l'engagement financier que nous réalisons. Et dans nos entreprises, enfin dans notre entreprise, on a des règles strictes à respecter en termes de conflit d'intérêts et en termes d'engagement des parties prenantes. Donc il y a des process qui sont garantis dans l'entreprise pour éviter tout risque. Ensuite, ce qui relève de notre politique RSE, généralement, elle est très définie. Hein. Pour nous, c'est au sein de la même direction et c'est ce que je vous disais, lutte contre les discriminations, handicap, environnement et diversité et inclusion, excusez-moi. Et la politique de mécénat, c'est le don à l'intérêt général exclusivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non. Non. Bon, bah, on va vous remercier chaleureusement les intervenantes. Voilà. Et puis, on remercie toute l'équipe de communication, l'équipe de l'IAE pour cet événement, Joacha, et puis à vous d'être venus et d'avoir participé à cette séance. Merci et bonne soirée. Voilà, je vous avais ramené ça si ça vous intéresse, parce qu'on a un peu d'études à la Fondation. Allez. Et donc on publie...